Kalos, l'atelier français, est fier de vous présenter sa gamme de produits patriotes. Bijoux, vêtements et accessoires de qualité en hommage à l'histoire de France, le tout issu d'une production artisanale et locale. Alors, si vous en avez marre de porter des marques qui attaquent la France et que vous voulez mettre en accord votre tenue avec vos valeurs, ou bien offrir un cadeau qui a du sens, rendez-vous sur le site kalos-france.com et bénéficiez de moins 10% avec le code incorrectible. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Alors on s'est dit, en cette période de fin d'année, avant les fêtes, qu'on avait envie de faire un petit cadeau à tous nos détracteurs, fact-checkers, directeurs d'observatoires subventionnés, journalistes du service public, amis du camp du bien, ambassadeurs de la bien-pensance et j'en passe. Bref, tous nos attachés de presse, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire repentance. Alors, on s'est dit qu'on allait accueillir un invité bien politiquement correct qui allait sûrement les ravir pour établir quelques vérités ou mieux vous réinformer, comme ils disent, après toutes les paroles de ces vilains complotistes ou extrémistes qui prolifèrent de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux. Avant cela, on va en profiter pour remercier nos contributeurs, de plus en plus nombreux sur Utréon, la plateforme anti-censure, sur laquelle on va d'ailleurs sûrement très vite basculer avec ce nouvel invité. Merci également à Kalos, notre partenaire. N'hésitez pas à cliquer sur le site kalos.fr avec le code promo qui s'inscrit sous cette vidéo pour bénéficier d'une remise de 10% sur vos achats. Alors, ce nouvel invité, on est ravis de le recevoir. Il a 43 ans, il est médecin, anesthésiste, réanimateur, diplômé en éthique de la santé et conférencier. Il anime des ateliers d'intelligence collective et participe à la création de nombreux collectifs. Il est déjà auteur de Tous résistants dans l'âme, un best-seller, et puis son film documentaire Tous résistants dans l'âme, justement, une adaptation de cet ouvrage. Donc ce documentaire réalisé avec Stéphane Chatry, est sorti le 16 novembre dernier dans les salles. Il va donc nous en parler. Vous avez donc deviné sans doute de qui il s'agit. Il sort également un nouveau livre intitulé Agonie et renouveau du système de santé aux éditions Exuvie. Louis Fouché, bonsoir. Bonjour Eric, merci beaucoup de me recevoir. Bah oui, de vous retrouver à nouveau, puisqu'on vous avait déjà reçu il y a quelques mois, mais on s'est dit que là, c'était l'occasion de faire un nouveau petit cadeau à tous ceux qui nous brocardent. Parce que je crois qu'on a un peu les mêmes en plus, directeurs d'observatoires qui, entre guillemets, aiment bien nous chercher des noises. Donc on n'en est pas peu fiers. Alors justement, la première question que j'ai envie de vous poser, cher Louis Fouché, c'est comment allez-vous? Car cela fait maintenant plus de 2 ans, si je ne me trompe, que vous avez quitté l'AP-HM. De quoi vous vivez aujourd'hui alors que vous n'avez donc plus de salaire de médecin, j'imagine, puisque vous êtes suspendu? Oui, je crois que c'est une des clés. Demander comment on va, ça me rappelle quelqu'un qui faisait le ménage à l'hôpital et qui tous les jours, alors quand je voulais lui donner une mission à faire ou quelque chose, m'arrêtait et disait « Comment tu vas? Et comment ça va la famille? Et les amis? Et la santé ?» Pour dire c'est ça qui est important. Et il y a plein de gens qui se séparent pour des histoires d'Ukraine, de Covid, de vaccins, etc. L'important, c'est vous aurez fait un grand pas contre le totalitarisme quand vous aurez recommencé à discuter avec votre beau-frère, ou votre père, ou vos enfants, ou les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Donc je suis content que vous me posiez la question comment je vais, parce que pour moi, c'est le cœur du truc, c'est la relation humaine. Alors la réponse, c'est de la littérature. Bon, en fait, je pourrais brandir une carte victime et dire « Oh là là, je suis un pauvre suspendu, donnez-moi des sous, etc. » La réalité, c'est que je me sens libéré, délivré d'une institution qui est en train de mourir et qui fait du mal à ses employés et qui fait du mal aux gens qu'elle prend en charge. Au fond, c'est un renoncement matériel. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai perdu mon salaire. Mon épouse aussi a perdu son salaire. Pas de chômage. Oui, de fait, là c'est une situation qui concerne tous les suspendus, il y a plein de gens qui ne le savent pas, donc on peut le rappeler. Il y a un film qui s'appelle Les Suspendus, et qui est dans les salles, on va être à la 100e projection dans quelques semaines là, ce qui est pour un documentaire assez grandiose en fait, et chaque fois les salles sont remplies avec 300, 500, 600 personnes. Les gens des cinés sont surpris parce qu'il y a le dernier Marvel qui recrute 30 spectateurs, et Suspendu, bam, une salle de 500 personnes, pleine à craquer. Et donc c'est quelque chose qui concerne tout le monde, pas seulement les soignants,
Parce qu'il n'y a pas que les soignants qui sont suspendus, il y a tous les gens qui, de près ou de loin, s'approchent de la santé. Ça peut être les secrétaires, ça peut être les gens qui gardent les portes, ça peut être les gens qui font le ménage, ça peut être des aides-soignants, ça peut être des pompiers, ça peut être finalement tout plein de gens autour du domaine de la santé, du fait de prendre soin, qui aujourd'hui sont encore en France suspendus. Suspendus parce qu'ils ont refusé une injection expérimentale. Et ce statut de suspendu, il n'existait pas. C'est faire voler en éclats le droit du travail d'un coup. Ça veut dire pas de chômage, pas de congés payés, pas de... Vous ne savez pas quand est-ce que ça reprendra ou pas. Vous êtes encore salarié, donc ça veut dire pour mon épouse par exemple qu'elle n'a pas le droit de retrouver un autre travail parce qu'elle a un contrat d'exclusivité avec l'assistance publique. Donc il faudrait qu'elle démissionne. Si elle est juste suspendue, elle est comme dans un espace suspendu entre deux mondes. C'est un truc incroyable et ça donne lieu à des drames humains. Il y a des suicides de certains parce qu'ils savent simplement plus nourrir leur famille ou autre. Et c'est une des choses qui a fait qu'on a lancé la création d'un syndicat qui s'appelle le syndicat Liberté Santé. Parce qu'autant vous dire que les syndicats standards, où ils sont. Mais le syndicat Liberté Santé, c'était l'idée de procurer une aide psychologique, financière et juridique surtout, à tous ces soignants et à tous ces gens autour du domaine du soin et concernés par cette loi d'obligation vaccinale. Et ce syndicat travaille bien à aider beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a aussi une très belle exposition photo que vous pouvez retrouver sur internet qui s'appelle lesessentiels.org, qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Blondeau. Et aujourd'hui, sur pas mal de places dans les villages en France, il y a plein de collectifs qui montrent ces gens-là et racontent leur histoire. Parce que pour le moment, ils sont complètement invisibles, ils n'existent pas dans la sphère médiatique. Et pourtant, c'est un scandale, parce que c'est eux qui prennent soin de nous, et qu'aujourd'hui, c'est eux, mais demain, c'est vous. Demain, c'est nous tous. Et puis aujourd'hui, pour nous tous, c'est un système de santé qui va mal et qui, au fond, n'arrive plus à prendre soin des gens, et y compris à Paris, on commence à arriver dans une sorte de désert médical. Ça paraît incroyable, mais il y a des gens qui aujourd'hui cherchent un ophtalmo, un cardio, un médecin généraliste, ils n'en trouvent simplement plus, quoi. Ils ne peuvent plus prendre rendez-vous. Parce que Michèle Rivasi l'a dit, elle est députée Europe Écologie Les Verts européenne, elle l'a dit en séance publique au Parlement européen, elle a dit qu'il y a environ 130 000 suspendus. Et elle base ses chiffres sur les données des ARS et des différentes structures hospitalières. 130 000 personnes qui ne peuvent pas bosser, dont un qui est médecin anesthésiste réanimateur, une autre qui est mon épouse, qui est maître de conf des universités, au conseil de faculté, chercheur, clinicienne. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Alors, mon cher Louis Fouché, vous savez qu'on doit être regardé par pas mal de vos fans, mais aussi sans doute par quelques-uns, qui sont vraiment pas très nombreux par rapport à vos fans, de vos détracteurs. Alors, il y a eu quelques polémiques récemment, donc on va essayer de faire un travail tant soit peu journalistique, contrairement à eux. Donc je vais vous proposer d'aborder, si vous voulez bien dès maintenant, pour les mettre de côté, les attaques dont vous faites l'objet de la part notamment de Libération. Dans un article en date du 12 novembre dernier, des journalistes de Libération vous accusent d'animer des conférences payantes, je cite, très lucratives et qui ne seraient pas exemptes de conflits d'intérêts que vous dénoncez pourtant par ailleurs. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces conférences que vous donnez et pour qui vous le faites ? J'adore les canulars. Et quand vous dites que Libération fait du journalisme, ça fait longtemps qu'on sait bien qu'ils ont arrêté, quoi. Enfin, c'est une blague, non ? Il n'y a plus de journalistes à Libération depuis bien longtemps. Ils ne payent que des pigistes, des fact-checkers qui, pour certains, sont d'anciens militaires, des choses comme ça. Donc, c'est une blague. Cela dit, c'est intéressant parce que ça voudrait dire n'importe quel personnage public, au fond, devrait publier sa déclaration de revenus. Et pourquoi pas ? En fait, moi, ça m'intéresse, parce que depuis 2 ans, j'ai plus de revenus. Donc, je serais curieux, moi, de voir, à l'inverse, combien gagnent des journalistes du Monde ou des fact-checkers aujourd'hui, grassement payés par l'AFP, comme l'a montré Idriss Aberkane. Alors, les conférences que je fais, avant qu'on en parle... On peut parler, vous m'avez fait une petite parenthèse là-dessus. Ça, c'est un docu, sur YouTube, accessible, qui fait beaucoup parler depuis 2 semaines, hein. Ouais, je pense que c'est un sujet très intéressant. C'est vous l'appréciez, Idriss Aberkane, je pense qu'il apporte énormément de choses au débat public. Et en gros, il démontre le mécanisme de la création du faux par la collusion des fact-checkers, des médias et du pouvoir. Et ensuite de Wikipédia. Et comment on arrive, à partir de quelque chose qui est simplement faux et qui est de la diffamation pure et dure, à créer ensuite une fiche Wikipédia ou par exemple pour le personnage qu'ils ont créé pour Louis Fouché, qui n'est pas moi, hein, je regarde qui c'est, mais dans Wikipédia, c'est pas moi. Ce serait un gourou d'une secte anti-vax, d'extrême droite, qui appelle à la violence, qui maltraite les patients, qui fricote avec des néo-nazis. Waouh! CV assez costaud. Ouais, CV costaud, quoi. Bon, enfin voilà, donc on est dans une création
d'un mythe, quoi, de quelque chose qui est complètement faux, et qui naît de cette collusion entre des réseaux sociaux, des fact-checkers, etc. Et c'est très bien expliqué par Idriss Aberkan, mais aussi par François et Xavier Azalbert, qui sont en train de sortir de très nombreux dossiers sur le sujet. Et j'espère que ça donnera lieu à des plaintes pénales, parce que, à mon avis, on a un vrai problème aujourd'hui avec une confusion entre la propagande et la fabrique de l'opinion et l'information. Donc je peux aller plus loin dans la réponse en vous disant, au fond, ce serait du droit privé que les contrats que je peux passer moi avec des gens, et ça ne concerne pas le grand public, mais ça va, moi ça ne me pose pas de problème, parce que la plupart des conférences que je fais sont ce qu'on appelle au chapeau. Au chapeau, ça veut dire on passe parmi les gens, puis on dit si vous avez envie de donner quelque chose, vous donnez. Si vous n'avez pas un rond, vous donnez rien. Parce que pour moi, c'est juste comme ça. Et pour le moment, ces conférences, elles me rapportent de quoi payer les frais et en gros, me nourrir pendant une semaine ou 2 semaines. Et tant que c'est ça, ça veut dire que c'est utile probablement ce que je fais. Le moment où ce chapeau, il rapportera plus suffisamment pour que je puisse en vivre, ça veut dire qu'il faudra faire autre chose. La réalité pratique, c'est que ces conférences ne suffisent pas à nourrir une famille de 2 adultes avec 3 enfants. Pour le moment, on tire sur l'épargne. Qu'on a la chance d'avoir, mais que de nombreux suspendus n'ont pas. Nous, on avait des salaires de médecins et de chercheurs, etc. Donc, c'est des salaires confortables. Moi, je gagnais entre 4 et 6 000 euros par mois à l'assistance publique, ce qui n'a rien à voir avec ce que j'aurais gagné dans le privé, où je pouvais gagner 3, 4, 5 fois plus, en travaillant quelque chose comme 7 ou 8 fois moins. Mais pour moi, l'assistance publique, c'était quelque chose d'important. Voilà, ça faisait partie du service public. Et pour moi, le soin, ça fait partie du service public. D'autant plus que l'argent, pour moi, n'est pas un enjeu, n'est pas une finalité, quoi. C'est un moyen, c'est une énergie. Elle se sert à monter des projets, etc. Mais à la fin, et quoi, vous aurez 10 bagnoles, etc. Moi, j'ai une Dacia Logan, il y a 197 000 km. Enfin voilà, je ne sais pas comment dire. Il y a presque une sorte d'obscénité de la part de Libération à faire ça, c'est-à-dire l'enjeu n'est pas de m'attaquer moi, l'enjeu est d'attaquer les quelques personnes qui pourraient me fournir des contrats. Alors quelle suite justement vous voudriez donner à cet article? Vous ne voudriez pas porter plainte ou peut-être au moins porter plainte en diffamation, quoi? Alors je vais vous donner une petite clé de lecture, c'est qu'un jour Mediapart a sorti un article qui était un portrait de moi. Ou en tout cas du personnage qu'il cherchait à créer, qui était extrêmement diffamant et, voilà, et qui reprenait un article qui avait été publié dans un journal soi-disant indépendant qui s'appelle Mars Actu à Marseille, mais qui est financé par Mediapart à hauteur de 25%. Et ce journal-là avait sorti cet article et nous avions fait un droit de réponse auquel il avait été donné droit, et donc il y avait un droit de réponse assorti à l'article. Mediapart ressort l'article sans le droit de réponse. Nous demandons à Mediapart de mettre le droit de réponse. Pas de réponse, refus. Nous demandons de faire un droit de réponse. Pas de réponse, refus. Nous attaquons en diffamation Mediapart et le juge demande pour rentrer dans la procédure 5 000 € pour rentrer dans la procédure. Et mon avocat m'explique, me dit, ça n'est jamais comme ça. Tu ne peux pas t'attaquer à Mediapart. Point, à la ligne. Tu perdras de toute manière. Ne le fais pas. À la fin, tu seras séché de 25 000 € et tu auras tout perdu. Donc nous n'avons pas poursuivi l'attaque contre Mediapart, qui est en fait un organe absolument non indépendant et protégé par le pouvoir. J'ai résilié mon abonnement à Mediapart. Voilà, bah écoutez, ça c'est dit, hein, c'est en tout cas une accusation assez grave d'ailleurs vous portez, mais bon, en tout cas, vous avez, quand vous dites est soutenu par le pouvoir, vous avez des preuves de ça ou pas? Enfin, en l'occurrence, le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire que le juge n'a pas permis qu'il y ait l'entrée possible dans la procédure, parce que 5 000 € c'était en gros tout ce que j'avais, et je ne pouvais pas moi fournir cet argent-là. Et donc, voilà. Je ne pouvais pas faire un procès à Mediapart. Ou alors il aurait fallu que je fasse un crowdfunding, etc. Donc la réalité, c'est que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour aller tenir un contre-discours, ou en tout cas faire valoir ses droits face aux différentes juridictions. C'est extrêmement épuisant. Et pour moi, l'énergie, elle est plutôt à faire. Elle est plutôt à essayer de construire quelque chose dont j'ai envie. Et au fond, aboyer, la caravane passe, quoi. La bave du crapaud, vous savez, n'atteint pas la blanche colombe. Oui, mais pourquoi encore aujourd'hui est-ce qu'on vous attaque ainsi selon vous? Quel est l'objectif derrière cela? Quel est l'intérêt de ces journalistes, peut-être plus largement du système, à vous attaquer, à s'acharner autant contre vous? Moi, je me suis posé la question et en même temps, je me suis dit, tiens, quelque part, c'est peut-être un signe que ce qu'on fait est juste. Que c'est au juste endroit qu'on est en train d'essayer de faire basculer ce système de merde vers autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On a une posture non violente. Moi, j'ai une posture non violente, gandhienne. C'est pas je me couche par terre et j'attends de me faire taper dessus. C'est j'accepte le rapport de force, mais j'accepte l'idée qu'en face, les gens ont les armes, le pouvoir, l'argent, les médias, le pouvoir législatif, le pouvoir juridique. Et moi, petite fourmi face à la grande machine totalitaire, qu'est-ce que je peux faire? La non-violence n'est pas une option. Elle est la seule option.
Je ne changerai pas le monde autrement. Donc, tous les gens avec qui on travaille sont dans cette idée de la non-violence. Et d'autre part, on appelle à quelque chose de très étrange qui a donné lieu à un article scientifique par Harvard, à l'université de Harvard, en 2014, je crois, qui s'intéresse à quand est-ce que le pouvoir en Chine commence à déclencher les hostilités vis-à-vis de groupes réfractaires. C'est-à-dire mettre les gens en tôle, les diffamer publiquement, etc. C'est pas quand ils crient Olivier Véran, espèce de salopard, tu vois. Ça, en fait, on s'en fiche. Au fond, ça n'a aucun impact. C'est même une catharsis pour la plupart des gens, et donc le pouvoir laisse faire. Si en Chine, quelqu'un crie « Xi Jinping est complètement corrompu », etc., il n'y aura pas de problème, il n'aura jamais un ennui. Non, quand est-ce qu'il déclenche les hostilités? C'est quand quelqu'un appelle à l'action collective, et que le relais de ces actions collectives se fait sur des adresses IP qui sont proches géographiquement. Ça veut dire quand des gens se réunissent réellement dans la matière pour agir. Ça fait froid dans le dos au système. Vous pouvez gueuler tant que vous voulez dans Twitter. Vous êtes en fait dans une boîte à idées, dans une machine. La rébellion, c'est ça? Même pas d'une rébellion, le fait que les gens s'organisent pour aller vers autre chose. Vous pouvez crier tant que vous voulez dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur machin. Au fond, ça n'a aucun impact. C'est juste une chambre d'écho vide où il ne se passera rien et vous aurez l'impression d'avoir fait quelque chose parce que vous aurez envoyé un tweet saignant à quelqu'un. La réalité, c'est qu'avec Réinfo-Covid, il y a eu plus de 285 collectifs qui ont été créés. En France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. On précise pour les gens qui nous regardent et qui ne connaîtraient peut-être pas Réinfo-Covid, c'était le site que vous aviez... un collectif que vous aviez créé. Ouais. Et qui d'ailleurs va se transformer, enfin évoluer. Oui, alors je peux peut-être en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est, qui ont vu mon image médiatique. Mais moi, au fond, c'était un site internet, c'est ça, au départ. Beaucoup plus que ça. C'est au départ un appel à l'aide de ma part pour réunir des scientifiques, des chercheurs et des médecins en disant on ne comprend rien à cette histoire. Il faut qu'on discute tous ensemble, qu'on se mette autour d'une table, qu'on fasse le boulot de bibliographie. Sur le plan scientifique, quoi. Sur le plan scientifique. Aujourd'hui, 2 ans et demi après, il y a eu plus de 476 000 articles scientifiques publiés. Vous imaginez comment faire le tri dans ce truc-là, quoi. On avait besoin d'être plusieurs. Tout seul, vous ne pouvez pas comprendre. Donc on s'est mis à plusieurs et on a fait de la science, on a essayé de lire, de faire de la biblio, etc. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'avec la science, il y avait tout et son contraire, il y avait de la corruption, il y avait des conflits d'intérêts. Comment savoir, quoi? Donc on a eu besoin de convoquer une autre dimension. Ça, c'était la tête, on a convoqué le cœur. On a fait venir des artistes avec nous. Parce que pour nous, les artistes, c'est une sorte d'antenne 6G sur le réel. En une chanson, en un dessin, le gars, il arrive à vous résumer toute l'histoire, quoi. C'est incroyable, les artistes, ils ont cette capacité-là. Ils n'ont pas besoin de des heures et des heures de mots. Paf, une chanson, boum, ils tirent tous les fils. Et de quels artistes vous parlez? C'est des artistes que vous ne connaissez pas, parce que ce n'est pas ceux qui sont subventionnés, quoi. Mais entre autres, quelqu'un qui s'appelle Tristan Edelman, qui est chorégraphe, qui fait de la danse, Emmanuel Granger, qui est chorégraphe aussi, qui fait de la danse, Eric Scarbarou, qui a monté ce qu'on a appelé la tournée fantastique, c'est qu'après, il est allé chanter partout en France et refaire des concerts dans la rue, parce qu'on ne pouvait pas faire des concerts. Quelqu'un qui s'appelle Miuma, quelqu'un qui s'appelle Barueco, enfin bref, il y en a plein. Qui se sont mis ensemble pour nous donner ce regard un peu sensible sur les choses. Et puis ensuite, on a dit, ok, on comprend avec la tête, on comprend avec le cœur, maintenant on va comprendre avec les tripes, on va appeler les témoignages des citoyens. Qu'est-ce qui vous arrive? Et les gens ont commencé à témoigner. J'ai pas pu enterrer mon père. J'ai ma mère qui s'est retrouvée à l'hôpital, j'ai demandé des traitements au médecin, il m'a dit que c'était n'importe quoi, que Raoult était un druide ou un gourou, et il lui a pas donné. Moi je voulais juste qu'il essaye, elle est morte. Moi, ma fille avait des jetons pour respirer à l'école avec son masque. Elle avait le droit à 3 jetons par demi-journée pour avoir le droit de baisser son masque. Sinon, elle était punie au milieu, dans un carré, au milieu de la cour, à devoir copier des lignes. Je dois mettre mon masque correctement devant tout le monde en train de se moquer d'elle. Moi, mon fils, dans son école, on lui a mis un masque bonnet d'âne. On se souvient d'ailleurs de ces photos très traumatisantes. On voyait des carrés dans la cour de récré. Exactement. On voyait les enfants qui étaient parqués dans un carré à 1 mètre de chacun. Un délire collectif extrêmement maltraitant pour les enfants. Moi, j'ai perdu mon boulot, j'ai dû fermer mon entreprise parce que ça ne pouvait plus tourner à cause du confinement, etc. En fait, tous ces témoignages-là de la vraie vie des gens. Et quand vous les reprenez aujourd'hui, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on a laissé faire, quoi? On s'est laissé mettre en tôle chez nous, faire des auto-attestations pour avoir le droit de sortir. On nous a rendus complètement cinglés, quoi. Sur des choses qui n'avaient aucun fondement scientifique. Donc ça, c'est Réinfo-Covid, au départ, c'est essayer de comprendre avec la tête, le cœur, les tripes. Puis après, on a dit, d'accord, on comprend un peu mieux les contours, maintenant il faut le dire. Et donc on a créé une sorte d'organe médiatique qu'on a appelé Lumière. Lumière, c'était un site internet, des réseaux sociaux, une newsletter, et puis des diplomates, des gens comme moi, qui parlent publiquement. Et ces diplomates, on a dit d'emblée, c'est pas des porte-paroles, c'est des diplomates, c'est des ambassadeurs. Ces gens, ils viennent en territoire hostile et ils disent, est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut arriver à négocier?
Et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire en donnant des égards, en disant par exemple que la PHM avait très bien fait le travail, qu'on avait toujours eu du matos, etc. Et une fois que vous avez donné des égards, vous pouvez commencer à discuter en diplomatie. Ça commence par là. Vous ne commencez pas par dire « espèce d'enfoiré, vous faites que de la merde ». Sinon, vous allez vous reprendre ça dans les dents. Vous allez commencer par dire à l'autre « oh, l'Ermitage, Sébastopol, la cité millénaire, l'amitié franco-russe depuis toujours, et ses poètes, Dostoïevski, Tolstoï, etc. » Une fois que vous avez dit ça, l'autre va vous dire de manière obligatoire « ah, la France, la Tour Eiffel, les droits de l'homme, etc. » Et là, on commence à discuter tranquillou. Mais vous ne commencez pas par dire que l'autre est un enfoiré. Et ça, c'était notre posture qui était une posture diplomatique gandhienne, vraiment issue de la non-violence gandhienne, qui vient des arts martiaux en gros, hein, c'est-à-dire arriver à négocier le rapport de force, à essayer de faire tomber l'autre dans sa propre faille et le ramener au centre, l'immobiliser au centre, comme en aïkido. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans les médias. Et puis il n'y a pas eu que moi, il y a eu Marie Grenet, il y en a eu plein d'autres, ils sont moins connus, mais il y a eu de très nombreux autres médecins qui ont essayé de discuter partout avec les ARS, avec les directeurs d'école, avec les députés, avec les sénateurs. Il y en a même qui ont un peu évolué. Moi, je me souviens, j'avais eu la chance d'organiser un débat à l'époque où je travaillais à Sud Radio entre vous et le docteur Martin Blachier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je me souviens. Même lui, il a évolué un petit peu. Et vous vous souvenez de ce débat ? La première phrase que j'ai dite, c'est « il faut être doux avec les personnes et dur sur les idées ». Martin a le droit de parler, bien sûr. Et pour moi, il y avait cette intention d'être doux. Et Martin Blachier a évolué. Il a sorti un livre récemment, on l'a reçu d'ailleurs ici, où il remet en cause quand même pas mal de choses. Et moi, j'ai bon espoir que ça évolue encore. Et je venais avec ce débat que vous avez permis, et je vous en remercie, avec cette idée-là, de dire, mais on ne va pas partir fâché pour essayer d'avoir raison. Dans la vie, vous avez le choix entre avoir raison et être heureux. Hein. Mais si vous voulez avoir raison, ce sera contre l'autre. Et ce sera brutal et violent. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jürgen Habermas qui a écrit un livre qui s'appelle L'éthique de la discussion. C'est un penseur de l'école de Francfort. Donc c'est des sociologues, des philosophes qui sont très connus dans le monde de la philosophie et de l'éthique, et qui a dit si vous asseyez autour d'une table de négociation, c'est que vous êtes prêt à changer d'avis. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Vous n'êtes pas à une table de négociation, vous êtes là pour convaincre. Et il n'y a personne qui a envie d'être un con vaincu. Et donc on est vraiment allé avec cette optique-là. Ok, on comprend, on dit, on discute dans les médias, mais maintenant, on n'a pas de main. Le collectif doit se doter de mains. Et donc on a créé des collectifs locaux, des collectifs de soignants au départ, parce que l'ADN d'Info Covid, c'était d'être des soignants, des médecins, etc. Mais très vite, il y a des citoyens qui nous ont rejoints et qui ont dit « nous aussi, on a envie de faire ça, parce que vous êtes en gouvernance partagée, il n'y a pas d'argent, vous n'êtes même pas une assoce, il n'y a même pas de statut juridique. La procédure de prise de décision, c'est quelque chose de très étonnant. Ce n'est pas le chef qui décide, il n'y a pas de chef. C'est n'importe qui peut décider n'importe quoi. La seule chose qu'on lui demande, c'est de demander l'avis des gens qui vont être impactés par sa décision. Ce qu'on appelle procédure de demande d'avis. Donc n'importe qui dans le collectif peut décider n'importe quoi. La seule chose qui était un motif d'exclusion s'il ne le faisait pas, c'est qu'il devait en parler aux autres, à toute l'équipe. Et après, il pouvait même aller contre l'avis. Moi, on m'a demandé, en tant que porte-parole, est-ce que je viens chez Morio ? Et j'ai dit, je sais pas trop, c'est connoté droitard un peu, ou je sais pas quoi, peut-être. Là aussi, on fantasme beaucoup, hein, je suis navré. Non, mais c'est pas vrai, mais. Et nous, on avait clairement dit, on est apartisans. Réinfo Covid, c'est apartisan. Si vous avez des mandats électifs, ou si vous êtes dans un parti politique, vous devez renoncer à votre rôle dans Réinfo Covid. Il y a des gens qui sont partis, parce qu'ils voulaient faire de la politique. Mais nous, il n'y avait pas de mélange des genres, pas de truc politicien dans Réinfo Covid. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé l'avis aux autres coordinateurs. Et l'avis, ça a été moite-moite, quoi. Et à la fin, c'est moi qui prends ma décision en souveraineté. Et derrière, je sais qu'il peut y avoir un conflit. Et le conflit, c'était comment ? Dans notre groupe, c'était ce qu'on appelle le cercle des sages. C'est-à-dire, on tire au sort 3 personnes parmi tous les coordinateurs. Un peu comme le RIC. Ouais, un peu comme le RIC. On est en plein là-dedans. On est en plein dans se doter de notre constitution qui nous prémunit des puissants et des abus de pouvoir. Et donc, il fallait se prémunir contre Fouché, potentiellement. Et donc voilà, pour vous montrer que Réinfo Covid, c'est quelque chose de très étonnant et qui a donné lieu ensuite à des mains dans la matière. Il y a eu plus de 286 collectifs qui se sont créés en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Israël, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à Maurice, etc. Et puis à Tahiti, en Guadeloupe, etc. En Suisse, c'est devenu une multinationale sans un rond. Sans structure juridique, basée sur une organisation distribuée. Pardon de vous interrompre. C'est quelque chose de... À ce sujet, justement. Alors d'abord, j'aimerais, avant de vous poser une question, encore une fois, sur l'argent, j'aimerais vous m'expliquer comment, bien qu'il semble que l'on soit sorti de cette séquence Covid-19, enfin, on l'espère, comment vous expliquez qu'on continue à polémiquer avec encore une telle intensité, de cette façon ?
Ouais, c'est difficile à expliquer, vous avez raison, et pour autant, moi je convoque quelque chose de plutôt psychologique. Donc, au niveau scientifique, tout est relativement clair. Hein. Je veux dire, on a ça, on va en reparler dans voilà, et on n'a pas envie d'être censuré parce que YouTube continue à ne pas dire la science, mais pour autant, les choses sont relativement claires. Par contre, il y a du déni. Il y a un déni maximal qui a été déjà dit par Giorgio Agamben, par Hannah Arendt, dans tous les moments totalitaires où on fait faire des choses à des gens qui sont au fond, qui viennent mettre en conflit les valeurs internes. Une fois qu'ils ont commencé à les faire, eh ben, ils vont chercher à les justifier. Ils vont mentir pour justifier ce qu'ils ont fait, plutôt que de dire bah, « je me suis gouré depuis 1 an et demi, en fait je me suis fait baiser ». Alors que peut-être c'est la conclusion. Ce serait de dire bah, peut-être ça fait même pas que 2 ans, ça fait peut-être bien plus longtemps que ça, qu'en fait on me prend pour un jambon et que tout ce qu'on me raconte c'est faux. Mais c'est très douloureux. Ça veut dire que votre monde entier il vacille et que le prix à payer, c'est peut-être de perdre le monde dans lequel vous viviez. Le prix à payer pour moi, c'est que je ne peux plus faire mon travail. C'est un travail que j'aime, où je suis bon. Ah mais alors, vous l'envisagez comment la suite? Vous avez des enfants à élever, vous n'allez peut-être pas pouvoir rester éternellement dans cette situation, falloir ou décider de peut-être démissionner, ou alors de... Alors même si je démissionne, je ne peux pas réexercer ailleurs. Parce que même si je vais essayer de faire des gâches dans tel ou tel hôpital, en fait, il y a cette contrainte-là qui fait qu'on ne me prendra pas. Donc en gros, je peux devenir autre chose, quoi. Il vous reste plus que Groupe Sect, c'est ça? Ça marche pas parce que ça marche pas puisqu'il n'y a pas de chef et qu'il n'y a pas d'argent. Non, je plaisante évidemment, mais effectivement, on est dans une période compliquée pour nous où on est entre 2 mondes, où on ne sait pas trop, mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. En vrai, et pas que dans la santé, il y a plein de gens qui se posent des questions sur mais est-ce que ce que je fais, ça a un sens? Vers où j'ai envie d'aller? Je fais ce boulot à la con depuis des années, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et moi, c'était pas un boulot à la con, c'est quelque chose que j'aime faire. Aujourd'hui, je mets mon énergie à essayer d'aider. Parce que vous avez dit que Réinfo Covid disparaît, c'est vrai. De manière volontaire, on a décidé d'effondrer Réinfo Covid. Et c'était prévu dès le début. On a dit, un organisme, ça naît, ça vit, ça meurt. Ce sera très bon signe quand ça meurt. Parce que ça voudra dire, ça y est, on passe à autre chose, quoi. On passe à autre chose que Covid, que Réinfo. Bon, il y a plein d'autres sujets maintenant, hein, mais on n'a pas. J'aimerais juste, Louis, qu'on termine cet épisode pour vraiment clore cet épisode lié aux polémiques. Et évidemment, enfin, on va en reparler des polémiques, mais je veux dire celles liées à l'argent. Vous m'expliquiez, que vous me disiez ce que vous répondez à ceux qui expliquent que ce mouvement d'opposition à la politique sanitaire et vaccinale, qui était qualifié généralement d'anti-vax, entre guillemets, dans les médias mainstream, voilà, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est un mouvement qui est très lucratif, sur lequel certains continueraient de faire leur beurre? Alors peut-être que certains font leur beurre. Oui, moi, j'ai pas les comptes en banque de tout le monde, etc. Et je pense qu'effectivement, n'importe quelle vague médiatique sur un sujet va drainer beaucoup de monde. Voilà. Pour moi, la vague, à la fin, elle finit sur les rochers. Donc, je n'ai pas connaissance que des gens soient devenus millionnaires, à part ceux qui vendent des masques et des vaccins dans cette histoire, milliardaires. J'ai plutôt l'impression qu'on s'est tous plutôt appauvris. Qu'on est dans une inflation galopante qui est aux alentours de 19%. Si on, ou des boîtes pharmaceutiques. Ou des boîtes pharmaceutiques. En l'occurrence, moi pour le coup, je me suis appauvri, mais je me suis enrichi de plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai découvert tout plein de monde, tout plein de gens. J'ai pu discuter avec des artistes, avec vous, comprendre les ressorts de fonctionnement de notre société, écrire des bouquins. Je ne pensais pas que j'en étais capable. J'en suis au 2e bouquin, et un 3e qui est en cours d'écriture. Faire des films. J'ai participé à des expériences artistiques très étonnantes, où on a mis un scan 3D de ma gueule sur un personnage de GTA, qui est un jeu vidéo ultra violent, pour essayer de trouver des espaces de paix dans ce jeu vidéo-là. Enfin, voilà, moi je suis très stimulé par beaucoup de choses qui m'enrichissent, et il y a énormément d'entraide. Le maraîcher d'à côté de chez nous, finalement, nous donne des légumes aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit toi tu me donnes de la parole et des mots que moi je peux pas mettre sur des choses. Tu me donnes ce que tu sais faire. Moi je te donne ce que je sais faire. Et je te considère pas comme une victime, je te considère pas comme tu fais la manche. On s'échange des choses. Et ça m'a touché. Il y a des gens qui nous aident en nous donnant des habits. Il y a de partout de l'entraide qui est non monétaire. Donc au niveau monétaire, si vous regardez mon compte en banque, en fait, il ne se passe rien à part tirer dessus pour essayer d'enlever, pour bouffer chaque mois. Pour moi, de toute manière, il faut sortir de ce système monétaire, c'est un autre sujet. Mais voilà. Et c'est pas mal parce que du coup ça nous amène. Oui. Et dernière chose sur cette question de l'argent, c'est qu'il y a des gens qui m'emploient régulièrement. Effectivement, je vends un livre, mais le livre, les gens ils doivent comprendre, je gagne 1 euro par bouquin quand je le vends. Si je le vends moi-même, que je l'achète à l'éditeur et que je le vends ensuite, je gagne 4 euros. Donc je fais plus de marge. Donc je serais tenté d'être un vendeur de bouquins au fond, dans mes conférences. C'est ce que je fais. Le prochain bouquin que je sors, je gagne 1,90 €, c'est un peu mieux.
Enfin, on est loin du millionnaire là. Hein. Moi, je vends pas 120 000 exemplaires ou 150 000 exemplaires. Pour le moment, on a vendu 26 000 exemplaires du premier et c'est un énorme succès vu l'omerta médiatique complète qu'il y a sur le sujet. Et ça me permet effectivement de bouffer parce que je vais avoir 2000 balles par mois pour l'année qui vient grâce à ce livre. Bon, bah, ok, merci, tant mieux, on tient ça, ça va. Mais voilà, nos frais courants à 5, ils doivent tourner autour de 2500 balles ou 3000 balles par mois. On est en dessous de ça pour le moment sur ce que je gagne. Et les quelques personnes qui m'emploient de temps en temps sont des conférences rémunérées, ce qui est évoqué dans l'article. Hein. En gros, l'enjeu de l'article, c'est de leur dire « n'employez plus Fouché ». Parce que nous, on veut écraser Fouché sous notre talon. Il faut qu'il crève, cet enfoiré, pour avoir dit des choses avec lesquelles on ne voulait pas être d'accord. Et donc, en gros, c'est une mécanique complètement brutale de vaporisation qui ne me concerne pas au fond, qui concerne essayer de faire peur aux gens qui pourraient m'employer, en disant regardez comment on parle de vous si vous employez Fouché. Et ça c'est juste dégueulasse, parce que je ne gagne pas des 1000 et des 100 avec les conférences que je fais. Comme je vous l'ai dit, 99% de ces conférences sont au chapeau. Écoutez, la mise au point est faite. Alors on va enchaîner avec évidemment des sujets un peu plus politiques, toujours liés évidemment à ce sujet. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que le gouvernement finira, c'est vraiment la question de fond, par réintégrer les soignants suspendus? C'est quand même un scandale quand on voit que tous les pays l'ont fait, que le gouvernement lui-même se plaint du manque de personnel. On a vraiment l'impression qu'on est en pleine absurdie, comme on dit. Ouais, ou peut-être dans un moment presque religieux sur la question, où il y a une énorme confusion. Donc ils vont être intégrés selon vous ou pas? Alors, j'ai pas de boule de cristal, comme dirait Didier Raoult, je ne fais pas de prédiction. Je peux me contenter de regarder ce qui se passe dans d'autres pays, que ce soit en Alberta, en Ontario, dans l'État de New York, en Italie, en Espagne. Les soignants suspendus ont été réintégrés. Il y a assez peu de pays finalement ou d'États qui avaient mis cette obligation vaccinale sur la table. Donc, il me semble que le juste chemin, ce serait de le réintégrer. La question, la réintégration, parce qu'elle ne tient sur rien. Le seul argument qu'il y aurait eu, c'est le vaccin empêche la transmission. Or, quelqu'un a parlé de chez Pfizer au Parlement européen à l'initiative d'une députée européenne courageuse qui a mis en place une commission pour aller discuter avec les fabricants de vaccins, où le fabricant lui-même de chez Pfizer a dit voilà, il n'y a pas eu d'études, nous ne pouvons pas démontrer ça, et à ce jour, les données de terrain sur tout ça ne montrent rien. Bon, voilà, ça c'est donc il n'y a pas de fondement scientifique et sanitaire à la suspension des soignants et au pass sanitaire. Il n'y a pas de fondement. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien, c'est pas ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, les arguments qui sont mis en avant par le ministre ce seraient des soignants qui seraient anti-science, anti-vax. Vous en pensez quoi de ce nouveau ministre d'ailleurs de la Santé, puisque ça n'est plus Olivier Véran, et on ne l'a pas tellement remarqué d'ailleurs. J'ai pas d'avis tranché pour le moment, je juge sur les faits, sur les actions qui sont mises en place. Pour le moment, il n'a pas réintégré les soignants et n'a pas mis finalement ce qu'il faut sur la table pour améliorer notre système de santé. Si c'était le cas, vous envisageriez un retour à la PHM ou votre vie médicale proprement dite, elle est terminée dans votre esprit? C'est la vraie question. Moi, j'aime beaucoup mon métier, et, j'aime soigner, ça fait partie de ce que j'aime faire et ce que je veux faire, donc je soignerai quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je retournerai dans l'institution telle qu'elle est? C'est pas évident parce que elle est mourante et le premier réflexe que j'aurais, ce serait de dire bon, il y a eu trahison, j'y retourne pas. Mais de l'autre côté, je me dis si j'y retourne, en fait, j'ai plus peur de rien et je peux peut-être tout changer. Parce qu'à la fin, vous imaginez que si des soignants, des médecins, des aides-soignants, des patients ensemble et une communauté rachètent un hôpital et mettent en place vraiment une santé intégrative basée sur la prévention et sur les pathologies les plus importantes, etc., il y a moyen de faire quelque chose de merveilleux. Et ça, dans un petit coin de ma tête, je me dis, mais si je retourne à l'hôpital, ce serait peut-être possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens au sein de l'hôpital qui n'attendent que le changement. Ils en ont plein le dos de ce qui est en train de se passer. Et tous les ferments de transformation sont déjà là. C'est-à-dire à la fois l'institution s'effondre, c'est l'objet de mon bouquin, et à la fois, il y a plein de possibles qui sont en train de s'ouvrir. Et ça, c'est extrêmement réjouissant. Aujourd'hui, dans les blocs opératoires, qui sont les lieux les plus déshumanisés, les plus techniques, et ben dans certains blocs, les patients viennent debout.
avec une vraie blouse et un vrai pyjama, pas la mauvaise blouse ouverte sur le cul, pas sur un brancard en allant à la mort, etc. Mais non, debout avec le brancardier qui discute avec eux. Puis quand ils arrivent dans le bloc, il y a un beau salon avec des beaux fauteuils, des belles photos, parce qu'on sait que ça fait du bien d'être environné de beauté. Et puis de l'aromathérapie, des huiles essentielles pour que ça sente bon et que ça détende. Et puis quand il ressort du bloc, c'est pareil. On va le mettre debout directos en salle de réveil en disant « Allez, il faut revenir dans la vie ». On va faire une anesthésie, et moi j'ai largement contribué à ça, qui est… Puisque vous êtes anesthésiste. Voilà, une partie de mon métier c'est l'anesthésie, une partie c'est la réanimation. C'était de baisser les doses des médicaments pour arriver à juste ce qu'il faut quand il faut. Et faire que le patient, quand il sort de salle d'opération, eh ben, il va bien, il a envie de manger, il a envie de marcher, il n'a pas un gros coup de marteau sur la tête, et on sait faire. Si on fait bien notre métier, on peut arriver à ça. Alors, Louis Fouché, à présent, un sujet beaucoup plus dramatique. On a appris il y a plusieurs jours le suicide de Karine C., une soignante non vaccinée suspendue l'année dernière. Elle était maman de 2 enfants, de 7 et 3 ans. Nous nous joignons évidemment à la peine de ses proches. Qu'est-ce que cela vous inspire et considérez-vous qu'il y a des responsables qu'il faudra payer ? Ça m'inspire de la tristesse pour elle et sa famille. La connaissez, cette soignante ? Non. Mais par contre… j'aimerais que ça puisse être utile à ce que les gens fassent un constat, à ce qu'ils regardent en face ce qui est en train de se passer. Parce que sa détresse, on peut s'en émouvoir sur les plateaux de télé, etc., et faire le buzz sur un moment émotionnel. Mais au fond, ça c'est l'affaire de sa famille, de leurs amis, de leurs proches, et d'essayer de resserrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui part, et de se dire est-ce qu'on peut prendre soin de ceux qui restent. Et c'est très important qu'ils aient ce moment-là, et que leur histoire elle soit pas jetée en pâture dans les médias. Donc pour moi, j'ai plutôt de la pudeur à dire, ok, ça me retourne sur moi-même et sur notre société, ce qu'on est en train de faire. Si on les a applaudi des soignants il y a 2 ans et que maintenant on se retrouve à les laisser se suicider, au motif qu'ils n'auraient pas respecté l'obligation qui n'a aucun sens sanitaire, je trouve ça très choquant. Et en même temps, ça dit quelque chose de notre système et de notre société. Nos institutions amènent les gens à la mort, pour un grand nombre d'entre elles, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la police, où il y a de très nombreux suicides, que ce soit la santé, etc. Enfin, on ne peut pas généraliser non plus. Là, mais si, ça veut dire que la culture managériale qu'on a mis en place, au sein de nos institutions, qui est basée en gros sur McKinsey, l'optimisation McKinsey, c'est rouge, c'est orange, c'est vert. Et à la fin, vous devez être conforme, vous devez optimiser le process, allez, vous devez cracher plus, etc. Non, vous devez faire mieux avec moins. À la fin, ça rend les gens fous. Ils deviennent des rouages, comme des ouvriers dans une usine, à faire un truc qui n'a plus aucun sens. Et à se dire, et donc certains vont être en burn-out, certains vont être en arrêt maladie, mais certains vont être avec des idées suicidaires et certains vont se suicider. Vous avez peut-être en mémoire, il y a quelques années, quelque chose qui avait été incompréhensible pour beaucoup de gens, c'était la vague de suicides chez EDF. Plein de gens avaient dit, mais attends, EDF c'est la planque, tout va bien. Et pourtant, non, il y a eu une vague de suicides de salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la condition de salarié au sein des institutions publiques est quelque chose qui est extrêmement douloureux. C'est quelqu'un qui s'appelle David Graeber, qui est un anthropologue, qui a écrit un livre qui s'appelle Bullshit Job, ça s'appelle Les boulots à la con. Et il a dit, dans la fonction salariée, aujourd'hui, il y a plus de 85% des gens qui font un boulot, ça ne sert à rien. Et ils le savent. Et ils en sont malheureux. Et c'est encore pire que la condition ouvrière. Et ça devrait nous indiquer quelque chose sur la question du travail. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut changer et sortir de cette vision du travail où il faudrait qu'on aille bosser pour réussir à avoir de l'argent, pour faire œuvre, sortir chacun ce qu'on a comme talent, comme beauté, comme lumière, et puis s'entraider les uns les autres à l'avoir. Parce que cette histoire, elle nous dit aussi quelque chose sur notre isolement mutuel. Peut-être qu'on est tous tout seuls dans une société où on n'arrête pas de se crier les uns sur les autres, mais où il n'y a pas d'entraide. Et pour moi, c'est un des enjeux des collectifs locaux ou du syndicat Liberté Santé, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a de l'entraide psychologique. Il y a du soutien psychologique, avant même le soutien financier ou le soutien juridique. Parce qu'en gros, notre société, elle va hyper mal, au niveau psychiatrique et au niveau psychologique. Il y a un niveau de détresse collective qui fait que les gens sont obligés de se bourrer de Lexomil le soir pour arriver à dormir, sont obligés de prendre des antidépresseurs, de prendre de la coke dans des soirées pour avoir l'impression d'exister quand même, et passent leur temps dans des up-down, 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 comme ça, où ils se disent mais à quoi je sers ? Pourquoi je suis dans ce monde et qu'est-ce que je fous là ? Et la réponse à cette question, on peut la trouver que ensemble, en serrant les coudes et en prenant soin les uns des autres.
C'est intéressant d'ailleurs parce que vous avez évoqué tout à l'heure les amis de cette soignante. Vous, à titre personnel, en parlant d'amis, vous en avez perdu beaucoup d'amis au cours de ces 2 dernières années, ou plutôt, je me doute que vous en avez peut-être plutôt gagné? En fait, les deux. Je pense que vous en avez perdu quand même. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Il y a des gens il y en a avec qui vous qui ont on ne lâché. s'est pas parlé depuis bien longtemps, notamment dans le champ professionnel. Il y a comme une ostracisation. Ça, c'est quand même pas triste, d'accord avec parce la que- doxa dominante, vous disparaissez. Il y a certains de vos ex-collègues qui vous ont Ah oui, qui parlent plus. tourné le dos. Ou pire que ça, ouais, qui envoient des insultes. Mais pas tous. Des gens du avec tout, qui vous ça, c'est- entendiez bien, Ouais. sans raison, comme ça, subitement, suite Parce à... que j'ai contredit c'est- le discours dominant. Et au fond, il y a des sociologues qui disent ça, ils disent vos opinions, elles sont hyper labiles. Quand vous allez chez un copain qui est un peu plus de gauche, vous êtes un peu plus de gauche. Quand vous allez chez un copain qui est un peu plus écolo, vous êtes un peu plus écolo. Ce soir-là, quand vous êtes chez quelqu'un qui est plus à droite, vous êtes un peu plus tradi. Au fond, c'est labile parce que les opinions, c'est des clés d'entrée sociale. Elles vous permettent de rentrer dans des cercles et de faire partie d'un groupe social. Et c'est un des enjeux, c'est qu'on a besoin de faire partie d'un groupe social. On n'est pas des humains tout seuls, on est des animaux politiques, des animaux sociaux, des êtres de relation et d'amour. Et au fond, quand vous contredisez le discours dominant d'un groupe social, vous en êtes éjecté. Vous ne pouvez plus en faire partie. Et donc à la fois, j'ai été éjecté du groupe dominant médical aujourd'hui. On vous a taxé mais j'ai d'extrême été droite, vous le disiez admis. tout à l'heure. Enfin, c'est un peu l'étiquette qui semble toucher tout opposant, quel que soit le sujet. Ça a encore un sens aujourd'hui, Moi, ça me fait objectivement. marrer parce que les gens qui me connaissent, ils savent que je viens plutôt de l'écologie en fait. Et, donc, voilà. C'est drôle. juste un peu délirant et effectivement, une société qui va pas bien, elle est déliquescente de tous les côtés. Elle va chercher comment se maintenir ensemble. Et le fait de désigner des ennemis, ça permet de dire oh là là, on n'est pas comme ça heureusement. Et donc que vous soyez d'extrême gauche, que vous soyez anarchiste, que vous soyez Il y a un site qui s'appelle rassuriste, Lundi Matin qui vous complotiste. accusait notamment, je cite, d'être le gourou d'une pépinière d'extrême droite. Ouais, Inspirant, écoutez, moi je peux juste répondre par les faits. Publiquement, je suis apartisan, le vote est secret et anonyme. Je ne dirai jamais à personne pour qui je vote. Mes opinions sont plutôt modérées. c'est Je la pense question que j'allais vous poser. in medio stat virtus. Souvent c'est traduit par au milieu il y a la vertu. Mais c'est pas virtus Ouais, en mais non, latin, attendez. c'est là où il y a la force. Pardon de vous interrompre à ce sujet. Est-ce que, honnêtement, Louis Fouché, en toute honnêteté, est-ce qu'on n'est pas obligé de constater quand même que l'opposition la plus affirmée à la politique sanitaire et vaccinale est quand même venue des gens dont la sensibilité était un peu plus à droite, sans doute pour des raisons liées d'ailleurs au rapport à la liberté, aux valeurs de l'Occident. Est-ce que vous n'avez pas quand même objectivement constaté ça? Ouais, et puis ça correspond en même temps, dans le même temps au naufrage idéologique de la gauche qui, en gros, est complètement contrôlé idéologiquement par une idéologie démocrate américaine qui n'a rien à voir avec la gauche socialiste traditionnelle française. C'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes Il n'y a pas un choses. profil type plus ou moins majoritaire politiquement ou au sein du combat que vous menez? Non, en tout cas dans Réinfo Covid, c'était extrêmement varié. Et comme on l'a dit, on a fait très attention à être apartisan pour que justement on puisse pas donner une étiquette facilement. Alors après, les médias s'en sont pas privés quand même, mais au fond. Vraiment, moi, ce que je constate, et je passe dans de très nombreux collectifs, comme je vous ai dit, il y en a plus de 285, et puis je passe beaucoup de temps à essayer d'aller voir ce qui se passe dans le réel. Les gens viennent de tous horizons, et au fond, la question, est-ce que vous êtes de gauche, est-ce que vous êtes de droite, est-ce que vous êtes d'extrême gauche, d'extrême droite, elle est inopérante. Quand je dis inopérante, je reviens sur cette expression latine, in medio stat virtus. Il y a beaucoup de gens qui disent, au milieu, il y a la vertu. Mais virtus, c'est pas la vertu, c'est la force. Au milieu, dans la voie du juste milieu, il y a la force, il y a la puissance d'agir. Dans les extrêmes, il n'y a pas de puissance d'agir. Les gens vont gueuler, mais il ne se passe rien. Si Marine Le Pen avait dû être élue, ça fait quand même belle lurette qu'elle l'aurait été, non ? Je veux dire, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse être élue. Donc au fond, peut-être qu'elle ne veut pas être élue, ou que ce n'est pas l'enjeu. Pareil à l'extrême gauche, si Mélenchon avait dû être élu, peut-être que ça serait déjà passé. Donc pour moi, si vous voulez, c'est des zones non opérantes de la sphère politique. Et donc, vous aurez d'un côté des gens qui se raidissent et qui veulent avoir raison et qui vont devenir des Khmers rouges. D'un autre côté, des gens qui se raidissent et qui voudront avoir raison et qui sont des Khmers bleus. De l'autre côté, des Khmers verts de l'écologie, des Khmers blancs sanitaristes. Et qui sont à l'extrême centre, on va dire, mais qui n'est pas du tout centriste, qui est l'idéologie néolibérale des multinationales mondialisées, et qui sont, au fond,
un jeu d'échecs ou un jeu de go, un jeu d'encerclement, où ce qui compte, c'est qu'au fond, il n'y ait pas de vie politique réelle. Parce que derrière, ce seront les multinationales qui préempteront le fonctionnement Ce que j'allais vous dire, est-ce scientifique qu'il y a un de avenir dans la société. politique électorale? Pour moi, aucun actuellement. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas des gens qui seront élus et qui représenteront réellement le peuple. Pour moi, le peuple est largement en avance sur les sphères politiciennes. Ça veut dire qu'ils ont déjà admis l'idée, et c'était vrai pendant les Gilets jaunes, que des gens se côtoient, qui viennent d'horizons très divers, qui sont extrêmement populaires ou extrêmement bourgeois, plutôt traditionnels ou plutôt ou progressistes. Et au fond, on réussit à se côtoyer pendant les Gilets jaunes. Et pendant le Covid, c'est la même chose. Et c'est en ça où c'est encore dangereux pour le pouvoir et il faut absolument mettre une étiquette. Parce que si on arrive à se mettre d'accord, il y a quelqu'un qui s'appelle Murray Bookchin qui a parlé du municipalisme libertaire. Ce serait un modèle où on dit, en fait, on s'en contrefout des étiquettes. Ce qui compte, c'est de prendre soin de la chose commune ensemble. Et toi, tu vas être un peu plus tradi, toi, tu vas être un peu plus libertaire, toi, tu vas être un peu plus libéral, toi, tu vas être un peu plus social. Au fond, on a besoin de tout le monde. Parce que on a tous ça en nous. Aspirer à ce qu'on aille bien collectivement et en même temps que notre étincelle individuelle elle puisse germer quand même et qu'on ait quand même de la liberté à faire ce qu'on veut. Les deux quoi. Il n'y a que quelques-uns qui sont au pouvoir et donc c'est le projet qui veulent être tout puissants et prendre toute la place. Eux c'est des pervers narcissiques qui au fond veulent tout le pouvoir, tout l'argent, toute la place. Comme les multinationales. Vous êtes quelqu'un de normal. Vous avez une boucherie, vous vendez un peu de barbac au quartier. Vous êtes content, vous avez un peu d'argent, un peu de pouvoir, un peu de communauté. Et ça vous va, vous n'avez pas besoin de plus. Pour vouloir vendre toute la barbac à toute la terre et prendre tout l'argent, il faut être malade en vrai. Il faut avoir un problème psychiatrique, paranoïaque. Et donc aujourd'hui, on est dans des structures complètement paranoïaques d'un côté, qui sont les multinationales, et qui mangent l'énergie des startups dans une sorte de pédophilie entrepreneuriale. Elles mangent l'énergie, elles mangent la jeunesse, elles mangent la créativité, parce qu'elles sont complètement atones. Puis de l'autre côté, vous avez une population qui est complètement conformiste, ultra conformiste, parce que c'est dangereux quelqu'un qui dépasse. Et donc on a les deux extrêmes qui sont tirés d'un coup. L'étincelle individuelle qui prend tout le pouvoir, et puis des gens qui ne veulent pas que ça bouge. Non, la juste tension, c'est l'étincelle individuelle au service du nous, et le nous qui protège, et qui permet à cette étincelle d'exister dans une cohérence. Alors il y a des gens qui ne veulent pas que ça bouge, justement je vais rebondir là-dessus. Plus largement, c'est une question que beaucoup de gens se posent et vous êtes sans doute l'un des mieux placés pour y répondre. Le Fouché, comment faire pour résister au système quand celui-ci menace de vous réduire à néant sur le plan économique et financier? Je parle évidemment des suspendus, en vous privant de salaire et du droit de travailler. Il n'y a finalement aucun moyen de se défendre. Si, il y a des brèches partout. Il y a des brèches partout. Un système totalitaire, c'est un système qui se raidit parce que justement, c'est en train de lui filer entre les doigts. Comme s'ils essayaient d'agripper du sable. Et il ne faut pas être le dernier grain de sable. Il ne faut pas se laisser agripper. L'important, c'est pas de vaincre l'ennemi. L'important, c'est de survivre. C'est mon grand-père qui était général de corps d'armée, général 4 étoiles, qui m'a expliqué ça un jour. Il m'a dit, l'important, c'est pas de vaincre l'ennemi. L'important, c'est de survivre. Et donc là, quand vous avez un système qui est en train d'essayer de vous broyer, il essaye de vous broyer par nécessité. Pour survivre, il faut vaincre l'ennemi, non? Non. Nécessairement. Il faut passer entre les mailles du filet. L'ennemi, il est en train de mourir par lui-même. C'est la sagesse du Sun Tzu, etc. C'est de tout l'art de la guerre. Vous n'avez pas besoin. Tous les mensonges qui sont proférés par les médias, par le pouvoir en place, suffisent. Ils sont en train d'être complètement décrédibilisés. Plus personne ne croit le monde, ne croit l'IB. Plus personne, très peu de gens ne croient à ce que dit par le gouvernement. Et c'est basé juste sur une répétition incessante dans les médias dominants, une sorte de matraquage médiatique et propagandiste pour que les gens se soumettent. Et à la fin, s'ils ne sont pas soumis, on leur fait une clé de bras dans le dos, on les menace pour qu'ils se soumettent quand même. Vous aviez créé un contre-conseil scientifique, un conseil scientifique indépendant. Alors d'abord, la dissolution du conseil scientifique, c'est plutôt une bonne chose, ça, non? Oui, Mazel Tov. On va sabrer le champagne, mais il y aura un autre truc, X ou Y. La Légion d'honneur décernée au conseil scientifique, ça vous choque? C'est une récompense pour service rendu, d'après vous? Pour moi, on est dans une phase très drôle de notre société où il faut prendre l'humour là où il est, parce que sinon on déplorerait en permanence, on se ferait du mal à nos ulcères ou à nos coronaires. Donc chaque jour est une occasion de rigolade de plus en plus importante. Vous avez vu Agnès Buzyn démissionner de l'OMS, là, enfin, je crois, si je ne me trompe pas. Peut-être pour un retour. Mais pour répondre sur la question du conseil scientifique, c'est intéressant parce qu'elle rejoint la question de comment résister. Comment résister, c'est si vous y allez frontalement contre le pouvoir, vous serez écrasé. Si vous essayez de fuir, vous serez écrasé. Vous voulez faire un phalanstère dans la montagne, dans le Larzac, avec un écolieu, avec vos potes, etc. Non, on viendra vous chercher. Les premiers à avoir été tués
dans les années 30 par le régime nazi, c'est pas les schizophrènes ou les juifs, c'est les communautés anarchistes. Et elles faisaient déjà de la permaculture, elles faisaient déjà du soin autrement, etc. Ils étaient au plus haut niveau de culture en Allemagne à cette époque-là. Et c'est les premiers à être assassinés. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention, vous ne pouvez pas fuir, vous devez rester au contact de ce système et évidemment le challenger en étant contre, faisant des procès aux gens qui ont eu des manquements sur leurs fonctions, etc. En étant en dehors, c'est-à-dire proposant des alternatives, et puis en étant à l'intérieur, pour faire monter en échelle vos alternatives que vous voulez voir apparaître. Et ça, une partie de la réponse à votre question sur est-ce que je rejoindrais l'hôpital public, c'est que bah ouais, à l'intérieur, je pourrais changer d'échelle sur une transformation. Donc avec le conseil scientifique, ce qu'on a fait, le conseil scientifique indépendant, c'est de dire on arrête d'être une alternative. On est une institution désirable. Les gens ont besoin d'une éducation populaire en sciences, faite par des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques et les majors de la data. Bah ok, nous on va faire ça, et de manière bénévole. Et on continue, et on a besoin de ça. Pour moi, c'est le moment où on doit mettre notre énergie à mettre en place ces institutions désirables. Des médias, exempts de conflit d'intérêt, qui disent le réel de ce qui se passe, qui laissent parler les gens. Vous êtes une institution désirable. Et donc ça va marcher. Ce que vous faites, évidemment, va marcher. Parce que les gens en ont besoin, simplement. Ça correspond à un besoin réel de notre société. Aujourd'hui, dans plein de collectifs, les gens font des écoles. Mais oui, on a compris, l'éducation nationale, c'est une fabrique de crétins militants. Donc il faut sortir de ce système. Si vous en sortez en faisant l'école à la maison, vous allez tenir un petit peu, mais c'est insupportable. Il y a un moment où il faudra bien refaire une école. Ok, allez, on l'a fait, on y va. Moi, je rencontre plein de gens qui font des écoles. Aujourd'hui, la monnaie, finalement, nous appauvrit tous les uns les autres et met l'argent dans la poche de BlackRock, pour faire simple, et des banquiers. Il faut sortir de ce système monétaire et créer une institution monétaire qui permet que nos échanges soient fructueux les uns avec les autres et qu'on s'enrichisse les uns les autres, et que la gouvernance de cet objet commun qui sera la monnaie soit explicite, qu'on sache qui crée la monnaie, est-ce qu'on a un rétro-contrôle dessus, est-ce qu'on peut se prémunir des abus de pouvoir, etc. Et donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Au moment du Covid, il y a beaucoup de gens qui disaient « ouais, il faut prescrire de l'ivermectine, machin, etc. » Ok. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté de gueuler sur les réseaux, etc. On a donné de l'information aux gens, on les a aidés à trouver ce qu'il fallait. On a structuré un réseau qui s'appelle Covisoin, avec des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des prestataires de services en oxygène, des citoyens. Et les patients, ils ont reçu les traitements quand ils voulaient en avoir. Et des citoyens sont venus aider. Il y avait des petites mamies qui étaient à la maison, avec le Covid, qui ne pouvaient plus faire grand-chose, mais ils ont livré des repas. Ils ont appelé 3 fois par jour pour soutenir. Et on l'a fait. Et aujourd'hui, on est en train de structurer une autre santé, qui est un réseau d'initiatives de santé intégrative, un peu partout en France, pour les mettre en réseau. On travaille, moi c'est une grosse partie de mon activité, c'est de bâtir des institutions désirables. Alors c'est intéressant ce que vous dites là encore, parce que j'aimerais revenir un instant sur ce conseil scientifique. L'autre, qui a été dissous, vous avez entendu comme moi les propos de Jean-François Delfraissy, une fois le conseil scientifique dissous, c'était en juillet dernier, avec un regard assez dur sur les 2 années écoulées. Alors d'abord j'aimerais faire réagir là-dessus, pourquoi une telle parole n'a-t-elle pas été prononcée plus tôt selon vous, et comment faire à l'avenir pour mieux associer l'expertise scientifique à la décision politique ? Alors c'est une question intéressante, je vais commencer peut-être par la fin, parce que finalement l'anecdote de Delfraissy c'est un prétexte à discuter de ça. Et comme vous savez, je goûte peu le fait de commenter les faits et gestes de tel ou tel, parce que ça donne lieu plutôt à du conflit. Et on a le droit de se tromper et reconnaître sa faute à la rigueur. C'est plutôt chercher la paix. Donc voilà, on peut déjà dire, c'est une belle chose que de réussir à reconnaître qu'on s'est trompé, c'est une preuve d'intelligence. Ensuite, sur la question de la science et de l'État, c'est très intéressant, parce que ça remonte à très loin. C'est l'idée déjà des Lumières de dire... Il avait regretté l'absence de concertation avec les citoyens dans la gestion justement de cette crise Covid. Là au moins c'est un petit point d'accord, vous pourriez avoir... Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui s'appelle Testard qui avait fait des commissions citoyennes sur de très nombreux sujets en tirant des gens au sort pour discuter d'un sujet de société et essayer de trouver, de démêler un peu les choses intéressantes. Et je vais me compléter, pardon un instant et après je vous laisse vraiment parler. Il avait, là aussi c'est incroyable, prononcé une fois libre de ses fonctions de président du conseil scientifique. Il a prononcé cette phrase qui est... je trouve assez édifiante, au nom de la santé, en croyant bien faire, nous tous. Alors là, il parlait de directeur d'EHPAD, d'administration, on a fait passer la santé avant l'humanité. C'est quand même incroyable, hein ? Ouais, c'est bien, c'est beau. C'est une chance que on reprenne cette idée d'humanité avant l'idée de la santé, parce que l'administration scientifique de la santé, c'est pas possible, en fait. C'est un rêve fou.
La science n'est pas là pour administrer, elle n'est pas là pour faire le politique, elle n'est pas là pour faire le job à la place du politique. La science, elle est la science et elle doit donner des résultats scientifiques. Les résultats scientifiques, c'est quoi? C'est des faits qu'on observe. Et tant que vous n'avez pas observé quelque chose, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Vous pouvez juste dire, je ne l'ai pas vu. J'ai vu que des signes blancs, il y aurait des signes noirs ou pas? J'en sais rien, j'en ai pas vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire, montrez-moi-en. Et une fois que vous m'en avez montré, je peux douter, je peux dire non, il est peint celui-là, vous me l'avez, c'est pas un vrai signe. Ou, je vais discuter ce qu'on me montre pour essayer de challenger la personne qui me montre quelque chose de nouveau. Et l'histoire de la science, c'est une histoire de remise en question par des faits nouveaux qu'on a constatés, qui viennent dire le modèle théorique que j'avais mis en place, en fait, il était faux. Et donc c'est l'art du doute. Donc ça ne peut pas être un guide automatique de décision publique. C'est pas possible, puisque ça n'est que du doute. Par contre, ça peut éclairer en partie. Et nous, c'est dans nos raisons d'être dans le Conseil scientifique indépendant. On dit, on donne des faits scientifiques, et ensuite les gens, ça peut éclairer leur consentement ou pas, libre et éclairé, avec une information claire, loyale et appropriée, issue d'une science impeccable, sans conflit d'intérêts. Et ça peut éclairer la décision publique, qui sera toujours une décision publique et qui doit pouvoir être remise sur le tapis. Mais la décision publique ne devrait pas se prévaloir de la science. Parce qu'en l'occurrence, de très nombreuses décisions ont été prises, notamment sur la foi, de certaines études de quelqu'un qui s'appelle Cauchemez et Fontanet, et qui sont des études qui sont simplement frauduleuses. Et là, moi, j'attends qu'on nous attaque en diffamation et qu'on vienne nous dire que c'est pas vrai. J'attends ça avec impatience. Parce que là, on ira réellement poser sur la table ce que sont ces études, avec nos amis mathématiciens, nos amis modélisateurs, nos amis informaticiens, nos amis épidémiologues, nos amis virologues, parce que nous sommes très nombreux et que nous avons travaillé, nous, et que ces études sont simplement frauduleuses et qu'elles ont servi de substratum à la décision publique, qui étaient des décisions extrêmement lourdes de conséquences sur un plan éthique, sur un plan économique. Et ça, la science, elle ne peut pas en dire. Vous n'allez pas dire, grâce à l'étude de Cauchemez et Fontanet, bien sûr, il faut confiner tout le monde ou il faut foutre tout le monde. Et voilà, alors c'est là-dessus que j'aimerais rebondir parce qu'on va évidemment parler de sujets encore plus sensibles dans un instant quand on va switcher sur l'autre plateforme Utréon. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Louis Fouché, qu'on a quand même franchi un seuil qui désormais pourrait peut-être permettre tout en termes de restrictions de liberté, qu'il s'agisse des libertés de circulation, de la liberté vaccinale ou même de la liberté d'expression? Comment expliquez-vous, malgré tout, que les Français, plus largement les peuples occidentaux, ont été finalement assez passifs face à cette intrusion qui était aussi importante dans leur vie privée? C'est quelque chose qui vous a étonné quand même, ça, je pense. Oui, ça m'a étonné. En même temps, on l'a dit il y a 2 ans et demi. On l'a dit avec plusieurs personnes, notamment Ariane Billéran, Jean-Dominique Michel, Georgiou Agamben et encore d'autres qui sont des philosophes de philosophie politique, pour certains, et qui s'intéressent à la question du totalitarisme. En disant, mais ça ressemble à du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est quand le pouvoir rentre dans tous les interstices de votre vie. C'est-à-dire quand le ministre de la Santé vient vous dire « Votre grand-mère, elle sera à la cuisine pour prendre la bûche ». Mais attends, tu rentres pas chez moi, enfin, t'es ministre de la Santé, tu rentres pas dans ma cuisine. Mais là, il est rentré dans votre cuisine. Mieux que ça, il est rentré dans votre corps. Tu as le droit de faire partie de cette société si je peux te pénétrer. Une vision sadienne des choses. Et il y a un très beau texte de Vincent Pavant qui va sortir sur la question de la philosophie dans le boudoir de Sade et de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au nom de la santé, qui nous rappelle qu'on est vraiment dans une sorte de viol permanent en fait, de nos libertés. Pour autant, le totalitarisme est peut-être un moment nécessaire de notre société. Nécessaire, ça ne veut pas dire souhaitable. Mais comme un précipité fatal d'une société qui se désagrège dans tous les sens. Où, au fond, c'est ingouvernable. C'est devenu la société ingouvernable. C'est un livre de Chamaillou. On est dans quelque chose où on ne sait plus comment faire, quoi. Et donc, comment on va faire? On va se raidir, on va tordre. Et on va se raidir en inventant des prétextes. Ça va être un prétexte sanitaire, ça va être un prétexte de guerre, ça va être un prétexte climatique, peu importe, au fond. Ça ne veut pas dire que tous ces sujets-là ne sont pas importants. Ils sont importants. Mais ensuite, on va les utiliser pour mettre en place une rigidification du pouvoir, pour essayer de tenir encore ensemble le groupe social qui se désagrège. Mais c'est une phrase de Gandhi. À la fin, les tyrans tombent toujours, toujours, toujours. Eh bien, vous savez quoi, on va justement sur ces mots, eh bien, c'est une parfaite transition. Poursuivre cet entretien sans aucune censure, cette fois, je vous l'assure. Je vous faisais quelques gestes quand je sentais que vous alliez peut-être dériver et parler de science, puisque évidemment, et je le dis encore une fois, je ne cesse de le répéter à ceux qui nous écoutent, quand parfois j'essaye de modérer les propos de mes invités, et c'est parfois difficile, ça n'est pas du tout dans une volonté de censurer, justement, c'est au contraire de préserver cet espace, je le crois, un petit peu
peu de liberté malgré tout sur YouTube, mais qui doit obéir à certaines règles de YouTube, sinon évidemment on risque de se faire supprimer cette chaîne. Donc on a une autre possibilité maintenant qui nous est offerte grâce à une plateforme qui s'appelle Utreon, sur laquelle je vais vous inviter à switcher, et pour cela évidemment il faut vous abonner. C'est la petite contrepartie qu'on demande nous pour évidemment nous aider à pérenniser cette chaîne. Donc si vous le voulez bien, on va donc switcher sur Utreon. C'est très simple, vous cliquez sur le lien qui s'affiche sous cet écran et sous cette vidéo, et puis on poursuit cet entretien. Et pour les autres, eh bien écoutez, je les invite à nous retrouver dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. On remercie notre partenaire Kalos. À tout de suite donc sur Utreon, et on poursuit cette discussion avec Lou Fouché. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo. Kalos, l'atelier français, est fier de vous présenter sa gamme de produits patriotes. Bijoux, vêtements et accessoires de qualité en hommage à l'histoire de France, le tout issu d'une production artisanale et locale. Alors, si vous en avez marre de porter des marques qui attaquent la France et que vous voulez mettre en accord votre tenue avec vos valeurs, ou bien offrir un cadeau qui a du sens, rendez-vous sur le site kalos-france.com et bénéficiez de moins 10% avec le code Incorrectible.